Dis-moi Mobility Urban, qu'est-ce que l'ANUM? Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous recevons François et Arnaud qui vont nous parler de l'association des utilisateurs ANUM. Bonjour François, bonjour Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, effectivement, moi c'est François, donc je suis le président de l'association ANUM. Je travaille dans l'informatique, je vis sur Paris. Justement, c'est en étant à Paris que j'ai découvert les wheels. Donc un jour, j'en ai vu une passer dans la rue et j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai commencé par ça, je suis allé m'en acheter une dans un magasin parisien. C'était une Urban 360 MCM4. Voilà. Par contre, j'ai eu une formation très limitée et ça s'est pas très bien passé. Voilà. Et peu de temps après, j'ai vu des trottinettes arriver. Et donc voilà, je suis passé sur les trottinettes. J'en suis à ma 5e. Et maintenant, c'est les skates. Voilà, donc deuxième skate. Et finalement, ça serait parti un peu trottinette pour aller au boulot ou pour des déplacements un peu longs, et puis skate pour le fun. Voilà. Arnaud, tu veux te présenter? Tout à fait. Bonjour Bérangère, bonjour à tous, et puis merci de l'invitation. Donc moi, Arnaud, président adjoint de l'association, j'ai 34 ans, je travaille aussi dans le secteur informatique, mais dans le secteur des médias, en télévision plus précisément. Et donc je suis propriétaire de 2 trottinettes. J'ai commencé par la Xiaomi M365 et même au tout début par le free floating. La première approche, elle a été faite comme ça à Paris au tout début du free floating. Très vite, j'ai acheté une M365 et au bout de plusieurs centaines, même milliers de kilomètres, j'ai eu vraiment le besoin de monter en gamme et j'ai acheté donc une 010X. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'ANUM dont on va parler ce matin et qu'est-ce que cet acronyme veut dire aussi? Voilà, donc ANUM, ça veut dire Association nationale des utilisateurs de micro-mobilité électrique. Voilà. Donc, on a cogité un petit peu pour retrouver l'acronyme, mais bon, voilà, on a réussi à faire quelque chose qui arrive à se prononcer, parce que c'est toujours un peu difficile avec les acronymes. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans cette association. Il y a, je crois, 5 ou 6 membres du bureau. Et est-ce que vous pouvez nous les présenter? Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont? Exactement. Donc, on a Philippe Roche, qui est trésorier de l'association. C'est donc un trotteur qui est chercheur de profession. Il habite à Salon de Provence. On a également Denis Blom, qui est trésorier adjoint, wheeler, retraité, et qui habite en région Paris-Île-de-France. Frédéric Roussange, qui est secrétaire de l'association. Il travaille dans le secteur informatique et il habite à Lyon. Alison Imbert, secrétaire adjointe de l'association dans le secteur de la vente, qui habite à Lyon également. Laurent Philippe, donc, qui est fonctionnaire, qui habite en région parisienne et qui est membre du conseil d'administration et qui est aussi wheeler. Tienne Fap, membre du conseil d'administration, qui est wheeler aussi, région Paris-Île-de-France. Antoine Marpeau, membre du conseil d'administration également, qui roule en e-skate. Et Vincent Joubert, qui habite en région Île-de-France également, qui est membre du CA et qui est trotteur. Très bien, voilà une belle équipe. Vous êtes finalement assez nombreux et plutôt répartis sur tout le territoire et avec à peu près tous les EDPM. Il doit en manquer quelques-uns parce que les EDPM c'est très très large, mais on va dire les 3 majeurs, la wheel, le skate et la trottinette. Alors du coup, cette association, quand est-ce qu'elle est née et qu'est-ce qui en est le générateur? Pourquoi vous avez créé une association? Ouais. Donc, comment ça s'est passé? En fait, c'est que j'étais tombé sur des informations de la Fédération des professionnels de la micromobilité, donc c'est la FPMM, quand je cherchais certaines informations sur les engins. Et j'avais décidé de les contacter. Donc voilà, j'ai eu un premier contact. Et donc, ils avaient déroulé une assemblée générale et j'aurais souhaité avoir plus d'informations sur ce qu'il y avait eu dans cette assemblée générale.
Et bon, voilà, quand un particulier arrive comme ça à contacter une fédération, ils nous ont simplement demandé d'être organisés, donc d'avoir une structure pour pouvoir échanger un peu plus librement avec nous et être un peu plus en confiance. Donc, j'avais commencé à lancer une idée d'association sur certains groupes Facebook. Bon, ça n'a pas eu un grand succès et voilà, bon, c'est tombé dans un petit trou. Donc ça, c'était début 2019. Et en fait, ce qui nous a tous fait réagir par la suite, c'est l'annonce des 20 km/h par Elisabeth Borne. Et là, on a vu quand même une ébullition sur tous les réseaux sociaux. Et pour le coup, c'est Arnaud qui a relancé sur Facebook un message comme ça, en proposant de lancer une association pour essayer de représenter un peu tous les utilisateurs de micromobilité. Et donc voilà, on a pris contact ensemble avec Arnaud. Et puis donc on a commencé à lancer le recrutement un petit peu des membres à la fois sur Facebook et sur Télé. Vous aviez un passif d'association, enfin, vous étiez déjà membre d'association avant, pas du tout? Pas du tout, zéro. J'ai fait partie d'une asso avant, j'ai jamais géré une asso, rien. Moi, j'ai quand même eu quelques expériences dans le milieu associatif en tant que bénévole, souvent pour divers stages, divers et variés, des assos vraiment complètement différentes. Mais pas de passer, en tout cas en fonction officielle dans une association avec une grosse responsabilité dedans. Donc voilà, en fait, on a créé des groupes de discussion, notamment sur Telegram, pour échanger un petit peu avec tout le monde. D'ailleurs, on te remercie, Bérangère. À ce moment-là, tu nous avais aidé un petit peu à relire les statuts, par exemple, ou d'autres choses. Parce que, comme je dis, on connaissait pas grand-chose quand même dans le domaine. Donc, c'est pas facile au tout début. Fallait vraiment comprendre les rouages. Voilà. Bon, il y a l'aspect déclaratif, préfecture, etc. Ça a pris un petit peu de temps. Et puis, il a fallu quand même trouver des gens aussi à recruter. Donc, quand on a lancé ça, moi, je me sentais pas les épaules pour être président. Donc, on a cherché un président. Voilà, donc on a eu Patrick Afterman qu'on a nommé président, et puis voilà, c'était parti. Donc ça, c'était en mai 2019. Voilà, un peu l'histoire. D'accord. Et du coup, quelles ont été vos actions? Quelles sont les actions de la NUM? Ouais. Alors, bon, déjà, dans le passé, on a rencontré énormément de monde autour du milieu de la micromobilité. Globalement, que ce soit des professionnels, des institutionnels, donc on a rencontré les ministères des Transports et de l'Intérieur. Donc l'Intérieur, c'est vraiment eux qui ont rédigé le décret. Donc, malheureusement, on est arrivé un petit peu tard. Le décret était déjà bien dans les tuyaux. Et c'est dommage parce qu'en fait, même si le ministère de l'Intérieur est assez rude en négociation, on va dire, il y a des points quand même avec lesquels on arrive à discuter avec eux et on voit qu'il y a une part d'écoute. Voilà, donc ensuite on a parlé avec des assureurs, de la fédération, bien sûr, dont on en parlait avant, des vendeurs, des importateurs, des avocats, parce que il y a des choses dans les textes du décret qu'on a eu du mal à comprendre et voilà, des avocats ou des juristes, c'est assez utile dans ce cas-là. Qu'on fasse pas de mauvaises interprétations. Et on a même eu des lobbyistes qui nous ont contactés pour pousser certaines catégories d'engins. Voilà, donc ça c'est marrant. On discute aussi avec la prévention routière, donc l'APR, l'association de prévention routière. Tout ça, donc c'est ce qu'on fait un petit peu à court et moyen terme. Il va y avoir aussi tout ce qui va être salon. Donc, on a participé au salon autonomie, et puis il va y avoir les Electric Games bientôt, auxquels on participera en tant qu'association. Et puis voilà, il y aura certainement d'autres événements comme ceux-là. Ensuite, ça c'est à court moyen terme. Au jour le jour, en fait, on analyse tous les jours un petit peu l'actualité. Il y a quand même très régulièrement des utilisateurs qui viennent échanger avec nous autour des lois. Donc on essaye de leur expliquer au mieux les impacts du décret et pas que le décret, parce qu'en fait il y a des choses qui ont toujours été là et qui nous ont toujours concernés. Et on reçoit régulièrement des questions des adhérents aussi.
Ça va même jusqu'au conseil d'achat, d'ailleurs. C'est assez marrant. Ouais, tout à fait. On a régulièrement des gens qui nous disent, ils nous envoient un petit mail, en gros, entre tel et tel modèle, lequel vous pensez serait le mieux. Bien sûr, en général, il faut poser pas mal de questions avant de cerner le véritable usage prévu de l'engin, hein, mais bon. Et donc, sur le long terme, il y a toujours toutes les actions dont on vient de parler, hein, qu'on va continuer. Et il y a quand même un point assez important là pour nous. On nous disait c'est la catégorie 45 km/h. Donc on va travailler sur ce sujet-là, notamment au niveau de l'Europe. C'est donc vraiment pour aujourd'hui, parmi les idées que vous défendez, c'est celle-ci qui est en priorité. Ouais, Arnaud, je te laisse répondre sur celle-là. Oui, il n'y a pas de priorité numéro 1 ou numéro 2. On a plusieurs priorités qu'on met à peu près sur le même plan d'égalité. On essaie de défendre pour ne défavoriser personne, parce que selon la région où on habite ou son utilisation, on peut avoir des priorités différentes en tant qu'utilisateur. Donc les priorités actuelles, donc c'est le lancement de la catégorie EDPM rapide, calqué sur le modèle LE1B, donc à 45 km/h, comme les scooters, anciennement les mobylettes. Le hors agglomération, qui est très important pour les régions, les gens, les utilisateurs qui n'habitent pas en région à forte densité, donc hors des villes. On a également tous les autres points, hein, tout ce qui est loi, sécurité, fiabilisation, prise en charge en service après-vente, tout l'aspect justice, infraction, amende, avant la justice évidemment. En bref, tout ce qui concerne le quotidien d'un utilisateur. D'accord, donc en fait, il n'y a pas que l'aspect réglementaire, il y a aussi l'aspect vraiment d'usage, tu viens de parler du SAV, du respect des garanties, des conditions de garantie, ce genre de choses aussi. C'est ça, alors après, par exemple, la prise en charge SAV, c'est assez délicat, hein, on peut pas non plus, on n'a pas une expertise non plus extrêmement forte là-dessus. Ça fait pas partie de nos plus grosses priorités, mais en tout cas, on est là, on est présent pour accompagner les utilisateurs en cas de gros soucis avec un professionnel ou un importateur. On peut lui rappeler les règles de base et surtout les droits et les devoirs de chacun. D'accord, très bien. Du coup, quels sont vos liens avec les professionnels et comment vous travaillez avec les professionnels ? Est-ce que vous en avez d'abord des liens avec les professionnels parce que vous êtes utilisateur Alors, donc, La réponse est oui. Donc on se présente régulièrement auprès des professionnels. C'est surtout un travail d'écoute, d'analyse du milieu pour déjà nous bien comprendre le contexte qui nous entoure, sans empiéter non plus sur la partie professionnelle, parce qu'il y a déjà des associations, des fédérations qui représentent les professionnels, et chacun son rôle. On rencontre aussi régulièrement beaucoup de professionnels lors des grands rendez-vous, des grands moments de la micromobilité. On voit là par exemple dernièrement au mois de janvier, on était au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, avec beaucoup de professionnels pour commencer à travailler sur les futurs textes, notamment tout ce qui va être réglementation sur les véhicules. Ça serait a priori pour la fin du printemps, de l'été, voilà, par rapport au contexte, à l'actualité à définir. Il n'y a pas de date pour le moment. Sinon, il y a pas mal de rencontres lors des salons, lors des projets. Il y a des réunions en télétravail qui se font en amont. Et aussi lors d'opérations de communication. Par exemple, on a créé donc un livret qui rappelle les 10 règles essentielles du bon usage d'un EDPM. Et on a fait un petit peu la petite tournée des professionnels dans les grandes villes en France, en tout cas principalement à Lyon et à Paris dans un premier temps. Et puis quelques envois postaux aussi par la poste où on a transmis notre support de communication et on a engagé aussi un premier contact avec certains professionnels qu'on ne connaissait pas encore. D'ailleurs, il me vient une question, quand on dit catégorie EDPM rapide, on parle bien d'EDPM qui vont au maximum à 45. Oui, on tout sait à qu'il y fait. a des machines qui dépassent les 45. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de nouveaux textes sont obligés de se baser sur des textes existants ou des catégories existantes, notamment dans le code de la route.
Donc là, on ne peut pas non plus réinventer la poudre. Il y a quand même une base existante qui pourrait être adaptée à nos véhicules. En l'occurrence, ce qui correspondrait plus, c'est la catégorie LE1B, donc tout ce qui est scooter, mobilette, en tout cas véhicule 45 km/h maximum. D'accord. Ouais, on est d'accord, hein, mais le LE1B, c'est pas la panacée. Hein, le 45 km/h, tu le dis effectivement très bien, c'est même pour les modèles haut de gamme très souvent au-dessus. Hein, pour ce qui est des trottinettes, les wheels, bon, c'est déjà un peu plus raisonnable, et les skates, on est pareil dans ces tranches-là. Il y a effectivement des catégories qui permettraient d'aller au-delà. Hein. Je crois que c'est la L3E, mais on veut essayer d'y aller petit pas par petit pas. Ce serait déjà pas mal. Ouais, c'est déjà extraordinaire si on arrivait à rentrer dans cette catégorie. Parce qu'en fait, il y a quand même plein de problèmes dans le fait de rentrer dans cette catégorie. Aujourd'hui, par exemple, cette réglementation, elle est pour les 2 et 3 roues. Donc, ça exclut les wheels, ça exclut les skates, etc. Avec une place assise. Et c'est vrai que souvent, on nous demande, mais pourquoi ça ne va pas plus vite ? En fait, il y a des temps à respecter. C'est un peu comme dans la justice, par exemple. Il y a un certain temps judiciaire qui est nécessaire, et voilà, il y a toute une machine qui se met en route. On peut pas aller plus vite que la musique, et il y a quand même des process à respecter. Et plus on s'y conforme, et mieux on va se rapprocher de quelque chose qui est faisable, plus possible les choses peuvent être réalisées en fait dans le délai plus court possible. Et ce qui nous amène au moyen de vous aider à réaliser les choses plus vite ou de façon plus efficace. Pourquoi il faut adhérer à la NUM? Qu'est-ce que ça change d'être adhérent ou pas adhérent? Dans la mesure où vous avez l'air bien motivé de toute façon pour travailler. Donc, qu'est-ce que ça change? Alors, donc c'est effectivement essentiel pour nous qui est des adhérents. Hein. La première chose, c'est quand on va tout simplement au contact, notamment du milieu politique. Quasiment à chaque rendez-vous qu'on a eu, on a la question combien vous avez d'adhérents. Voilà. Donc la première fois on y est allé, je crois qu'on avait même pas 100 adhérents quand on était au ministère de l'Intérieur. Donc forcément, ça pousse pas les gens. On n'a pas de poids, tout simplement pour négocier. C'est aussi bête que ça. Hein. Quand on a derrière une fédération des motards ou je sais pas quoi, où il y a, je sais plus combien ils sont, mais ils sont beaucoup. Le poids n'est évidemment pas du tout le même. Déjà parce qu'il peut y avoir des répercussions derrière. Hein. Derrière, quand on a une manifestation des motards, bah ça va faire tout de suite un petit peu de bruit. Alors les EPD ne font pas assez de bruit, hein, en même temps c'est un avantage. Mais... donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est tout simplement on a besoin de fonds. On a besoin d'un peu de fonds. On n'est pas très dépensier, mais malgré tout, on a besoin d'une trésorerie, donc que ce soit pour imprimer des supports de communication, pour être présent sur des salons. Hein. Il y a des salons professionnels, bah il faut s'inscrire, il faut payer tout simplement. Les frais de gestion de compte aussi, c'est des choses aussi bêtes que ça. Hein. C'est comme pour un particulier, un compte bancaire, il y a besoin de quelques frais. Voilà. On a besoin d'un petit peu de matériel. Alors, par exemple, on voit le fond derrière Arnaud. Voilà, on essaye d'avoir des présentations un petit peu, je dirais léchées. Le terme n'est pas vraiment très adapté, mais un petit peu sympa pour quand on fait des lives ou autres. Avoir une qualité de vidéo, etc. Bah, tout ça, c'est un petit peu de moyens aussi. Et puis, il y a les frais de transport, tout bêtement. Il y a des réunions. Bah là, on parle d'aller à Bruxelles prochainement. Bah voilà, hein, déjà, on prend beaucoup de jours de congé ou autre, donc c'est quand même pas mal si on n'a pas à payer ça sur nos deniers personnels. C'est pas. Vous êtes bénévole, on est d'accord. Tous les membres du bureau sont bénévoles. C'est totalement bénévole. C'est totalement bénévole, et sur notre temps personnel, parfois ça empiète même un petit peu. Sur le professionnel, on essaie à minima, évidemment. Donc ça, c'est pour l'adhésion des gens à titre personnel. Et ensuite, on a lancé, il n'y a pas longtemps, donc le réseau ANUM, le réseau d'associations ANUM. Le but, c'est de regrouper un petit peu toutes les associations locales. Tout simplement comme la FUB le fait.
Donc la FUB, c'est la Fédération des utilisateurs de bicyclettes, une fédération qui est quand même extrêmement puissante ou en tout cas qui est extrêmement importante. Donc qui a notamment réussi à faire passer le plan vélo, donc qui était quand même un très très bon plébiscite du vélo en France, on va dire. Donc voilà, le but pour nous, c'est d'être plus fort à plusieurs et de pouvoir aussi mettre en avant les actions locales de ces associations. Donc nous, tout simplement, qu'on fasse le relais des petites communications et qu'on puisse fournir du matériel ou de l'aide, tout simplement, à ces associations. Donc là, on a eu le cas d'une association qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Ils ont fait une session de prévention, par exemple. Donc, ils ont travaillé avec la sécurité routière ou les forces de police, je crois. Donc, tout simplement, on leur a envoyé les livrets, voilà, tout simplement, pour qu'ils aient un support de communication. On sait que pour une petite association locale, enfin petite ou pas petite d'ailleurs, on voit nous les efforts que ça nous demande pour produire des choses comme ça. Donc, on se dit autant partager, tout simplement. Donc voilà, ce réseau, il nous semble assez intéressant dans la mesure où on voit que on n'est pas juste notre association, mais finalement des associations un petit peu partout en France, avec des besoins qui peuvent être un peu différents, des utilisations qui peuvent être un peu différentes. Donc on le voit, par exemple côté espagnol, donc on a aussi créé donc un réseau européen sur Telegram où on discute avec beaucoup de gens un petit peu partout en Europe. Et les côté espagnol, par exemple, ils ont une fédération d'utilisateurs dans laquelle ils ont je crois 15 ou 20 associations locales dedans. Donc voilà, ils sont très très développés et voilà, ils ont réussi aussi à discuter avec leur gouvernement, ils ont réussi à faire avancer un petit peu les choses. Bon, finalement, ils sont pas beaucoup mieux lotis que nous, mais voilà, la démarche, elle nous semble vraiment intéressante. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a combien d'adhérents à la NUM ? Alors là, on en est à 150 depuis le début de l'année, puisqu'il y a eu un reset au 1er janvier. D'accord. Donc tous ceux qui avaient adhéré en 2019, d'ailleurs, si vous avez oublié de renouveler, c'est le moment. Voilà. Et c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est important pour avoir l'air représentatif vis-à-vis des institutionnels. C'est ça. N'être pas juste quelques dizaines, mais être représentatif de tous les utilisateurs. Bah, c'est tout bête, dans toute négociation, faut des éléments, quelques marqueurs pour pouvoir quantifier les choses. Et c'est vraiment bête, mais quand on annonce 100 adhérents face à un politique ou autre, on manque vraiment de poids. C'est vraiment aussi bête que ça, quoi. Donc on compte sur vous, évidemment. Venez nous rejoindre. C'est quoi ? C'est 10 à 15 euros l'année, 10 euros donc si vous étiez ancienne adhérent de la NUM en 2019, 15 euros si vous êtes nouvel arrivant. Sincèrement, sur toute l'année, ça peut s'absorber quand même avec à peu près toutes les bourses. Vous avez changé aussi le mode d'abonnement. Il me semble qu'on n'est plus en calendaire, mais en année glissante. C'est-à-dire que la personne adhère pour 1 an, quelle que soit la période à laquelle elle adhère. Ouais, alors ça a été un petit sujet chez nous parce que c'est pas très classique dans les associations. Beaucoup d'associations sont en année calendaire, soit 1er janvier, 31 décembre, ce qu'on avait fait l'année dernière. Le problème, en fait, c'est que tout simplement, en fin d'année, il y a quasiment plus personne qui souhaite adhérer, parce qu'ils ne voient plus l'intérêt d'adhérer pour 1, 2, 3 mois qui restent. Et voilà, l'aspect année glissante, ça se rapproche plus d'un service, même si nous on n'est pas un service, mais c'est quand même parmi les jeunes, il y en a peu qui ont des engagements associatifs, et voilà finalement cette idée d'avoir une période glissante. Nous, ça nous choque pas, et effectivement maintenant, voilà, vous adhérez, c'est pour 365 jours, et puis voilà. Très bien. Du coup, mais maintenant, c'est quoi les prochaines étapes ? Au niveau des objectifs, donc une catégorie 45 km/h, DPM rapide comme on l'a dit, sans selle, élargir la réglementation actuelle, donc R 168 à 1 et 4 roues, parce qu'en fait, pour l'instant, au niveau réglementation, il y a un petit souci pour les e-skates qui rentrent pas suffisamment bien dans les textes.
une histoire de 2-4 roues, donc un skate ça a 4 roues par rapport aux trottinettes qui en ont 2 ou les roues une seule. Et voilà, ça peut poser quelques problèmes de texte. On compte aussi voir pour alléger tout ce qui est réception européenne pour ces engins. Donc la réception, c'est ce qu'on appelait anciennement les mines, c'est-à-dire homologuer un véhicule pour sa mise en circulation. Et actuellement, c'est plutôt inadapté et très coûteux. C'est vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour les constructeurs, ça coûte très 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 cher. Et enfin, on aimerait bien pouvoir harmoniser la réglementation entre pays européens pour la catégorie EDPM actuelle, donc inférieure à 25 km/h, en tout cas pour la plupart des pays aujourd'hui en Europe. D'accord. Beau projet. C'est ça. Toujours du travail à la NUM, on s'ennuie pas. C'est continu. Quand on vient d'achever un projet, on en a 3 qui arrivent à nouveau, donc... Là, on est en train de travailler sur un autre petit sujet aussi, pas forcément si petit que ça. Et il y a beaucoup de subventions qui sont faites pour les vélos et vélos assistance électrique, subventions financières. Concrètement, ce sont souvent les régions, voire certaines villes qui proposent des aides financières à l'achat pour tout simplement des engins qui permettent de se déplacer en polluant moins que les engins traditionnels. Donc voilà, on va en fait contacter un petit peu tous les conseils régionaux pour essayer tout simplement d'inclure les EDPM dans ces dispositifs. Donc voilà, on verra. On sait qu'il y a déjà quelques mairies qui l'ont fait, quelques mairies et agglomérations aussi. Donc voilà, on espère qu'ils seront réceptifs et qu'on arrivera aussi à déboucher sur quelque chose. Et pour ce qui est du hors agglomération, quelles sont vos actions ? Alors, ça, c'est très compliqué. Clairement, on a rappelé cette problématique plusieurs fois au ministère, que ce soit au ministère des Transports ou au ministère de l'Intérieur. Et on a aujourd'hui un no-go. Personne en France, en tout cas au niveau politique, ne veut ouvrir ça. Donc on a un problème là parce qu'effectivement c'est pas au niveau politique français. L'Europe, ça la regarde pas non plus ce truc-là. C'est pas une réglementation européenne qui impose ça. Donc là on est un petit peu bloqué actuellement sur ce thème-là. Ce qu'on voudrait c'est quand même travailler déjà avec le ministère pour faciliter les demandes et cartographier les axes qui sont autorisés. Donc nous, on a commencé un petit peu à développer un petit logiciel qui permettrait de centraliser un petit peu tout ça et de remettre ça sur une carte. D'ailleurs, s'il y en a qui savent développer un petit peu en PHP, on est preneur. On a malheureusement pas assez de temps pour finaliser ça. Donc ça, c'est de notre côté, et ensuite on aimerait que ce soit quelque chose pris en charge par l'État, tout simplement, parce que là, notre périmètre de communication, il est limité. Donc voilà, si on veut que ce soit appliqué et bien appliqué, il faudrait que tout le monde y ait accès. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a déjà eu une dérogation sur une voie hors agglomération ? Non. Très bonne question, mais non, ouais. Non, pas encore. Enfin, en tout cas, pas à votre connaissance. Voilà, on n'a pas eu de retour... d'une procédure qui est aboutie. Ouais, tout à fait. Ce qu'il faut voir effectivement, c'est que, on sait, nous, quand on fait des courriers à l'administration française, ça met toujours un certain temps à être pris en charge. Donc peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il y en a pas eu, mais c'est compliqué pour une personne. Alors déjà, il y a plusieurs problèmes. C'est que la dérogation, elle se fait par axe routier. Donc on peut pas dire voilà, moi je voudrais pouvoir accéder parcourir de telle ville à telle ville en passant par la campagne et je peux passer par tel axe ou tel axe ou encore tel autre. Bref, l'éventail des axes routiers qu'on peut utiliser quand on habite à la campagne, il est large quand même. Et pour faire une demande par axe, c'est quand même extrêmement pénible et compliqué. En fait, sur un trajet, on peut être amené à contacter plusieurs organismes, plusieurs collectivités territoriales, parce qu'on va être au début sur une route communale, puis une départementale, puis éventuellement une nationale. Bref, ça peut devenir un gros casse-tête. Donc voilà, il faudrait un outil tout simplement pour réussir à centraliser les demandes, faire en sorte que
que les gens qui vont analyser ces demandes aient aussi accès donc, tout le problème de suragglomération, c'est que les ministères pensent c'est trop dangereux. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et eux, au ministère de l'Intérieur, comme a pu nous le dire le représentant qu'on avait rencontré, moi je suis responsable du nombre de morts sur les routes, et donc j'ai pas l'intention d'en avoir plus qu'avant. Et donc voilà, eux aujourd'hui ils pensent tout simplement que c'est dangereux. Donc cette remise, le fait de déporter la responsabilité sur les responsables locaux, c'est pour aussi analyser est-ce que l'axe est dangereux ou pas. Dangereux parce qu'il y a trop de circulation, dangereux parce que la chaussée est en très mauvais état, etc. C'est pas forcément idiot de dire effectivement analyser au cas par cas. Le problème c'est les ressources derrière. Il faut des gens pour analyser ça, il faut des données. Et puis il faut faciliter la procédure tout simplement. Si c'était OK pour tout le monde, et ensuite on retire plutôt des chaussées qui sont jugées dangereuses, ça aurait été quand même quelque chose de nettement plus intelligent. Évidemment, oui, c'est clair. Après, on se heurte toujours au fait qu'ils ont mis dans un même panier des EDPM très différents. Et effectivement, est-ce qu'on est dans les mêmes conditions de sécurité avec un overboard sur une départementale qu'avec une wheel en 22 poutres? Sûr que non. C'est pas forcément le cas, et c'est ce qui pose, j'imagine, un peu des soucis à la sécurité routière et à nous, par conséquent. Mais c'est effectivement, de mon point de vue, c'est le point le plus bloquant. Mais après, donc, luttons pour obtenir d'autres choses. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions que je vous ai pas posées? Non, je pense pas. On a pas mal balayé le spectre. Hein. Ouais. Très bien. Et bien dans ce cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Et puis on invite du coup tous les gens à adhérer. Vous trouverez les liens de l'ANUM, du site qui est très fourni d'ailleurs dans la description. Et du coup sur le site il y a le formulaire pour s'inscrire. Voilà, et je vous remercie. Merci à toi de nous avoir invités. Merci. À bientôt. Voilà, vous en savez plus sur l'ANUM. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour défendre vos droits d'utilisateur. N'oubliez pas de liker, de partager et d'ajouter un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt.